بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours intitulé L'approche des circuits programmables. On va commencer par chapitre numéro 1 pour l'architecture de base. Donc, on va commencer par le modèle de von Neumann. Toujours pour traiter une information, un microprocesseur seul ne suffit pas. Il faut l'insérer au sein d'un système minimum de traitement programmé de l'information. John von Neumann est à l'origine d'un modèle de machine universelle de traitement programmé de l'information en 1946. Cette architecture, bien sûr, sert de base à la plupart des systèmes à microprocesseurs actuels. Elle est composée des éléments suivants. Vous avez une unité centrale, une mémoire principale, des interfaces entrée-sortie. Et les différents organes du système sont reliés par des voies de communication appelées bus. Donc, vous avez l'unité centrale, mémoire principale, interface entrée-sortie, communique à travers des bus et la liaison, elle est bidirectionnelle. Concernant l'unité centrale, elle est composée par le microprocesseur qui est chargé d'interpréter et exécuter les instructions d'un programme, bien sûr, de lire ou bien de sauvegarder les résultats dans la mémoire et la communiquer avec les unités d'échange. Toutes les activités du microprocesseur sont cadencées par une horloge. On caractérise le microprocesseur par sa fréquence d'horloge, soit en mégahertz ou bien en gigahertz, par le nombre d'instructions par seconde qu'il est capable d'exécuter, ou bien aussi par la taille des données qu'il est capable de traiter en bits. La mémoire principale, elle contient les instructions dues ou bien des programmes en cours d'exécution et les données associées à ce programme. Physiquement, elle se décompose souvent en une mémoire morte, ce qu'on appelle ROM, c'est Read Only Memory, chargée de stocker le programme. C'est une mémoire à lecture seule. Nous avons aussi une mémoire vive RAM, Random Access Memory, chargée de stocker les données intermédiaires ou les résultats de calcul. On peut lire ou écrire des données dedans. Ces données sont perdues à la mise hors tension. Remarque, nous avons que les disques durs, disquettes, CD-ROM, etc. sont des périphériques de stockage et sont considérés comme des mémoires secondaires. On passe maintenant aux interfaces entrée-sortie. Elles permettent d'assurer la communication entre le processeur et les périphériques. Vous avez, titre d'exemple, capteur, clavier, moniteur ou afficheur, imprimante, modem, etc. Concernant les bus, on peut définir un bus comme étant un ensemble de fils qui assure la transmission du même type d'information. Et on retrouve trois types de bus véhiculant des informations en parallèle dans un système de traitement programmé de l'information. On va commencer par un bus de données. Il est bidirectionnel qui assure le transfert des informations entre le microprocesseur et son environnement. Et inversement, bien sûr, car il est bidirectionnel. Son nombre de lignes est égal à la capacité de traitement du microprocesseur. On trouve aussi un bus d'adresse unidirectionnel qui permet la sélection des informations à traiter dans un espace mémoire ou espace adressable qui peut avoir 2 à la puissance n emplacements, avec n représente le nombre de conducteurs du bus d'adresse. Le dernier bus, c'est le bus de commande. Donc, il est constitué par quelques conducteurs qui assurent la synchronisation des fils d'information sur les bus des données et des adresses. On passe maintenant au décodage d'adresses. Nous avons que la multiplication des périphériques autour du microprocesseur oblige la présence d'un décodeur d'adresse chargé d'aiguiller les données présentes sur le bus de données. En effet, le microprocesseur peut communiquer avec les différentes mémoires et les différentes boîtiers d'interface. Ceux-ci sont tous reliés sur le même bus de données et afin d'éviter des conflits.
Nous avons un seul composant doit être sélectionné à la fois. Lorsqu'on réalise un système microprogramme, on attribue donc à chaque périphérique une zone d'adresse et une fonction décodage d'adresse est donc nécessaire afin de fournir les signaux de sélection de chacun des composants. Vous avez ici le décodeur d'adresse qui est relié à travers la mémoire principale et les interfaces d'entrée-sortie. L'unité centrale, mémoire principale, interface entrée-sortie, communique aussi à travers bus de commande et bus d'adresse. Bien sûr, avec le bus de données qui est bidirectionnel. Nous avons une remarque. Lorsqu'un composant n'est pas sélectionné, ses sorties sont mises à l'état haute impédance afin de ne pas perturber les données circulant sur le bus. Elles présentent une impédance de sortie très élevée, donc on aura tout simplement un circuit ouvert. On passe aux mémoires. Une mémoire, c'est un circuit à semi-conducteur permettant d'enregistrer, de conserver et de restituer des informations, bien sûr sous forme d'instructions et variables. C'est cette capacité de mémorisation qui explique la polyvalence des systèmes numériques et leur adaptabilité à de nombreuses situations. Les informations peuvent être écrites ou lues. Il y a écriture lorsqu'on enregistre des informations en mémoire, lecture lorsqu'on récupère des informations précédemment enregistrées. On passe maintenant de l'organisation d'une mémoire. Une mémoire peut être représentée comme une armoire de rangement constituée de différents terroirs. Et chaque terroir représente alors une case mémoire qui peut contenir un seul élément, c'est les données. Le nombre de cases mémoire pouvant être très élevé et alors nécessaire de pouvoir les identifier par un numéro. Ce numéro est appelé adresse et chaque donnée devient alors accessible grâce à son adresse. Donc, voici un exemple de case mémoire avec leur adresse variant de 0 à 7. Donc, vous avez 3 zéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Avec une adresse de n bits, il est possible de référencer au plus 2 à la puissance n cases mémoire. Et chaque case est remplie par un mot de données et sa longueur m est toujours une puissance de 2. Le nombre de fils d'adresse d'un boîtier mémoire définit donc le nombre de cases mémoire qui comprend le boîtier. Et le nombre de fils de données définit la taille des données que l'on peut sauvegarder dans chaque case mémoire. En plus du bus d'adresse et du bus de données, un boîtier mémoire comprend une entrée de commande qui permet de définir le type d'action que l'on effectue avec la mémoire. Vous avez lecture et écriture avec une entrée de sélection qui permet de mettre les entrées-sorties du boîtier en haute impédance. On peut donc schématiser un circuit mémoire par la figure suivante. Où on peut distinguer, donc vous avez l'entrée du mémoire, l'adresse un bit, read-write, l'horloge, et la sortie, ça sera les données un bit, et elle est bidirectionnelle. Vous avez les entrées d'adresse, vous avez les entrées de données, vous avez les sorties de données et les sorties de commande. Une entrée de sélection, de lecture ou de l'écriture, read and write, une entrée de sélection circuit, une opération de lecture ou d'écriture de la mémoire suit toujours le même cycle. On va commencer par la sélection de l'adresse. Deuxièmement, le choix de l'opération à effectuer. Est-ce que lecture ou bien écriture? Troisièmement, sélection de la mémoire à travers un circuit de sélection. Et on termine avec lecture ou écriture de la donnée. Nous avons une remarque, les entrées et sorties des données sont très souvent regroupées sur des bornes bidirectionnelles. Quelles sont les caractéristiques d'une mémoire? On va commencer par la capacité. Bien sûr, c'est le nombre total de bits que contient la mémoire. Elle s'exprime aussi souvent en octets. Deuxièmement, nous avons le format des données. C'est le nombre de bits que l'on peut mémoriser par case mémoire. On dit aussi que c'est la largeur du mot mémorisable.
Troisièmement, nous avons le temps d'accès, c'est le temps qui s'écoule entre l'instant où a été lancée une opération de lecture, écriture en mémoire et l'instant où la première information est disponible sur le bus de données. Nous avons aussi le temps de cycle. Il représente l'intervalle minimal qui doit séparer deux demandes successives de lecture ou bien d'écriture. Sans oublier le dB, c'est le nombre maximum d'informations lues ou écrites par seconde. On trouve aussi la volatilité. Elle caractérise la permanence des informations dans la mémoire. L'information stockée est volatile si elle risque d'être altérée par un défaut d'alimentation électrique et non volatile dans le cas contraire. Quels sont les différents types de mémoire? On va commencer par les mémoires vives ou bien RAM. Une mémoire vive sert au stockage temporaire de données. Elle doit avoir un temps de cycle très court pour ne pas ralentir le microprocesseur. Les mémoires vives sont en général volatiles. Elles perdent leur information en cas de coupure d'alimentation et certaines d'entre elles ayant une faible consommation pouvant être rendues non volatiles par l'adjonction d'une batterie, bien sûr. Il existe deux grandes familles de mémoire RAM. On trouve Random Access Memory, c'est les mémoires à accès aléatoire. On trouve aussi les RAM statiques et aussi les RAM dynamiques. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه حظ موفق للجميع وشكرا.